Je vais donc vous présenter la deuxième partie qui est donc consacrée. Donc le titre c'est « L'intelligence émotionnelle, garante de la loyauté de l'engagement des clients et des collaborateurs ». Et pour nous parler de tout ça, pour nous éclairer sur ce qui peut se cacher derrière cette forme de question, on va avoir deux intervenantes. La première citée dans mes notes, mais il n'y a pas d'ordre de préséance entre elles deux, c'est Smara Lungu, qui est engagée et dynamique. Smara a 17 ans d'expérience dans le groupe La Poste. Donc elle sait de quoi elle parle. Elle est diplômée d'un Master 2 en sciences sociales de l'École normale supérieure de Lyon et Paris 1 Sorbonne et d'un Master 2 en géomathématiques, géodécisionnel, géomarketing et multimédia. Smara intègre le groupe La Poste en 2005, passionnée par les territoires, la proximité client, le numérique, les enjeux sociétaux et les projets à forte dimension d'intérêt général. Smara a majoritairement porté des projets de transformation et de mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. Ces différentes expériences lui ont permis de développer une connaissance pointue des problématiques de présence territoriale. Ça me paraît, c'est une problématique et c'est un sujet sur lequel cette connaissance-là pointue est fondamentale à mes yeux aujourd'hui, et une précieuse expertise du secteur public, qui est également un angle qui est très très important, parce que quand on parle d'expérience client, on parle aussi effectivement de l'expérience que nous avons quand on a affaire au secteur public pour nous servir. Elle a rejoint DocaPost, tiers de confiance et filiale numérique du groupe La Poste en avril 2021. Elle est actuellement directrice de la stratégie et des relations institutionnelles et membre du comité exécutif de DocaPost. Donc Smara sera en compagnie du docteur Fanny Nussbaum, qui elle est spécialiste en psychologie et neurosciences de l'intelligence, chercheur associé à l'Université Lyon 1, auteur du livre, si vous ne l'avez pas encore lu, je pense que quand je vous aurai donné le titre, vous le lirez. Le livre, c'est Le secret des performants. Toujours bon quand même de connaître ces secrets-là. Et de la conférence spectacle Les secrets de l'intelligence. Chercheure et conférencière, elle travaille sur l'intelligence humaine, son lien avec l'intelligence artificielle, mais aussi sur les rouages qui poussent à effectuer des choix de consommation. Ses interventions sur l'intelligence humaine visent à analyser le fonctionnement psychologique et cérébral de l'individu et du groupe. Fanny travaille principalement sur la relation entre l'intelligence et la performance. Donc j'appelle nos speakers, Géraldine et Géraldine Roussel, à nous rejoindre sur scène, ou à prendre la scène, parce que je vais leur laisser la place. Ravie d'être avec toutes les deux ce matin. Finalement, effectivement, on l'a vu depuis le début de la matinée, avoir des clients fidèles, des collaborateurs engagés. C'est le rêve de toute entreprise qui dispose du coup d'ambassadeurs en quelque sorte pour sa marque. Alors on a parlé ce matin d'intelligence humaine, d'intelligence artificielle. Là, on va parler d'intelligence émotionnelle. Peut-être que pour commencer, on peut définir rapidement ce que c'est que l'intelligence émotionnelle par rapport aux autres types d'intelligence. Peut-être Smara ou Fanny pour commencer, comme vous voulez, Fanny. Oui, alors, voilà, je me disais qu'il y avait un truc. Blabla. Ah, ça y est, c'est tout bon. En fait, alors moi je parle pas d'intelligence émotionnelle parce qu'il n'y a pas d'intelligence là-dedans, mais de capacité émotionnelle. Et en fait, quand on parle de capacité émotionnelle, on parle d'un champ très très large. Et certains vont se reconnaître dans une partie de l'intelligence émotionnelle, d'autres dans toutes, les plus chanceux. Dans l'intelligence ou les capacités émotionnelles, il y a la capacité à communiquer, la capacité à comprendre l'autre, la capacité à écouter l'autre, c'est pas forcément la même, la capacité à se comprendre soi-même,
la capacité aussi à faire du lien entre les gens, et ça c'est ce que vous faites très très bien. Et la capacité à mettre les gens en lien, pas dans une assemblée, mais en one-to-one, ou de mettre de l'ambiance dans un groupe, d'être un bon médiateur, par exemple. Donc tout ça, ce sont des sous-capacités de la grande capacité émotionnelle. Et donc, encore une fois, bien certains vont être très très forts, très doués pour, par exemple, seulement communiquer, mais pas forcément pour être à l'écoute de l'autre et être une bonne oreille et bien le comprendre. D'autres, c'est l'inverse. Mais tout ça est mis sous le chapeau capacité émotionnelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle autant là, ces derniers mois, dans le domaine managérial notamment, mais pas seulement? On parle aussi d'expérience client renforcée par ces capacités émotionnelles. Pourquoi est-ce que c'est si important en ce moment dans le discours de l'entreprise? Peut-être vous dire aussi, moi, de mon point de vue, quand on parle d'intelligence émotionnelle, de mon expérience à la fois en tant que manager et collaborateur, on fait référence à cette capacité d'abord de détecter, de voir qu'il y a de l'émotion, soit chez moi, soit chez l'autre, et puis d'essayer de comprendre s'il y a un impact de cette émotion, quel est cet impact-là pour moi, pour l'autre, et est-ce que dans le cadre de l'entreprise, il y a un impact au-delà qui apparaît. Et dans l'intelligence émotionnelle, il y a l'émotion, mais il y a aussi l'intellect. Pour moi, l'intellect, si on peut parler d'intellect dans l'intelligence émotionnelle, est cette capacité à être ouvert et se dire quelle est la place de l'émotion que j'accepte et que je fais grandir même dans l'équipe, dans l'environnement professionnel. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. L'intelligence émotionnelle en tant que telle, en tout cas de ce que j'ai vu moi dans le milieu professionnel, rentre souvent par les équipes des ressources humaines qui voient l'intelligence émotionnelle comme une compétence. Pour moi, c'est une compétence parmi un bouquet de compétences que l'on cherche pour son collaborateur, pour le manager aussi. Et ce qui me semble vraiment, vraiment important en termes de management, de mon point de vue, le management, c'est une relation à deux. Et donc, comme toute relation à deux, il y a un équilibre à trouver dans cette façon de fonctionner, dans l'entreprise aussi. Moi, je travaille dans une entreprise qui est dans le domaine du digital, où la pression sur le marché est très forte. Et donc, il y a un enjeu très, très important de pouvoir retenir ces talents ou aller chercher de nouveaux talents. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'expressions sur les réseaux et puis ailleurs autour des attentes en fait, des collaborateurs dans cette relation avec son management. Des attentes d'accompagnement, d'attention, de construction de parcours de carrière, etc. Et ce qui me touche, moi, c'est que, de mon point de vue, dans une relation de management, je parlais d'équilibre, il y a bien deux parties. Et je trouve, et ouverte aux échanges aussi avec la salle, qu'on ne voit pas forcément assez l'effet miroir aussi dans cette relation-là. Et comprendre qu'il y a aussi des attentes du côté du manager. Ça, on n'en parle pas souvent. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important et sur lequel on pourrait s'arrêter dans cette intelligence émotionnelle. Après, c'est important, pourquoi ? Parce que forcément, cette compétence permet d'apporter des choses. Elle permet de souder un collectif, ça peut être l'équipe, ça peut être un comité de direction, ça peut être une équipe projet. Elle permet aussi, quand on est dans des moments plus compliqués, plus difficiles, d'échecs, de problèmes, d'aller activer
ce levier-là de l'intelligence émotionnelle pour se dire comment on dépasse cette difficulté ensemble. Et de mon point de vue, en tant que manager, ce que je vais chercher dans une équipe, c'est aller activer en fonction de chacun de mes collaborateurs les bons leviers de point de vue connexion. Et puis, quand on est dans des moments plus compliqués, aller construire avec eux, ensemble, aller chercher la cause racine du problème et pas les responsables, par exemple, pour trouver ensemble des solutions. Donc voilà, je pense que ça peut être un exemple de levier qui peut être important. Un autre exemple, un autre outil que moi j'aime bien utiliser et sur lequel pareil on pourrait échanger, c'est le feedback. Dans l'intelligence, je pense que derrière l'intelligence, la capacité de faire des feedbacks est vraiment très importante. Et le feedback, avec l'accord de celui qui reçoit ce feedback, permet de passer à la fois des messages très positifs et aussi des messages qui peuvent aussi mettre en avant des choses à améliorer. Vous avez une longue expérience de manager. Est-ce que c'est vraiment nouveau, ces questions-là, finalement, dans le quotidien des managers, ou est-ce que c'est des choses qui étaient déjà présentes depuis de nombreuses années, mais peut-être sous d'autres formes ? Alors, de mon point de vue, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qu'on n'a pas inventé il y a 3 ans, mais je dirais qu'il y a plus d'accompagnement aujourd'hui des managers et des collaborateurs sur ces aspects-là en entreprise, et c'est ça qui fait qu'on parle plus facilement aussi, parce que, je le disais, on a envie de retenir ses talents et d'attirer de nouveaux, et ce qu'on cherche à travers ça, c'est aussi de faire des collaborateurs des ambassadeurs de l'entreprise. C'est très important ça. Et c'est ce qui permet de contribuer à une image très positive de votre entreprise si vous avez des ambassadeurs qui viennent de vos rangs, de vos équipes. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de vernis marketing finalement dans le fait de mettre beaucoup en avant cette notion-là par les entreprises ? Fanny, est-ce qu'il y a peut-être une surutilisation aussi de l'intelligence émotionnelle qui est faite par les entreprises sans que la réalité parfois corresponde au discours ? Oui, je crois qu'il y a clairement une mode avec les capacités émotionnelles. Avant, on parlait beaucoup de le fait d'être, je vais dire intelligence, mais tout en n'y croyant pas, de l'intelligence rationnelle, des capacités intellectuelles. Donc on était beaucoup là-dessus. Et puis maintenant, la mode a changé. On s'est aperçu que les gens en entreprise ne sont pas meilleurs parce qu'ils ont fait Polytechnique, ne sont pas plus performants. Et on a vraiment un gap important entre la formation à l'école, la formation universitaire, très très intellectuelle, en tout cas dans les pays latins, et puis les performances sur le terrain. Et donc on s'aperçoit que l'intelligence, c'est pas vraiment ce qu'on pensait, que l'intelligence, c'est pas une capacité à rationaliser. Alors du coup, il y a une sorte d'effet pendulaire. On était dans une rationalisation à outrance et où on était beaucoup dans la maîtrise de l'émotion, mais dans le sens des pilotes de chasse qui doivent complètement verrouiller le truc pour ne rien montrer. Et on était dans cette forme de valorisation d'une sorte d'autisme émotionnel. Et puis maintenant, hop, on va dans l'autre sens. Et maintenant, on est dans la période New Age de l'entreprise où on est tout guimauve et toute émotion et toute sensibilité. Donc, il faut que les hommes ne soient pas trop masculins et disent tu sais ce que tu m'as dit, j'ai trouvé que c'était un petit peu fort de café quand même. Voilà. Et donc je crois que oui, il y a ce marketing qui en même temps c'est pas mauvais en soi, puisque utiliser correctement son émotion, il n'y a personne qui va vous dire que c'est mal. Et puis forcément je vais le dire de façon un peu provoque, mais je le pense vraiment, l'émotion c'est du sexe. On dit comme ça, je ne sais pas si ça sonne bien ça. Je ne sais pas comment on va l'utiliser en entreprise, mais je laisserai chacun se faire son avis. Je vais le dire avec des termes d'universitaire beaucoup plus. L'émotion est un vecteur d'interaction.
un vecteur très important dans la qualité de la relation. Et je pense que spontanément, comme ça, naturellement, l'émotion est vendeuse. Donc, oui, c'est un outil marketing. Oui, on en fait des caisses quand même avec cette émotion. Mais je rejoins totalement Smara sur l'idée arriver à maîtriser son émotion, c'est fondamental. Mais alors, je vais peut-être aller un petit peu plus loin et peut-être que je vais anticiper vos questions que je ne connais pas du tout. Je crois que on a beaucoup mécanisé l'émotion ces dernières années avec la communication non violente, les soft skills, que ce soit dans le recrutement ou dans la communication. Et en fait, c'est tellement mécanisé que je pense que vous avez tous vécu ce truc insupportable de tomber sur un gars d'une plateforme au téléphone et vous lui dites que vous avez un problème à cause de son service. Et il vous dit « Je suis désolée, madame ou monsieur, je suis vraiment désolée, que puis-je faire pour vous ?» Et vous sentez que le gars, il n'est pas désolé du tout, en fait. Et que, voilà, il y a cette espèce comme ça, de mécanisation et de truc. Et vous avez envie de lui dire « Mais t'es pas désolé, me dis pas ça. En fait, dis-moi, en fait, j'en ai rien à foutre. Ce serait beaucoup mieux que de me dire « Je suis désolée. » Et voilà, et je crois que on est dans ce truc-là, et l'émotion est tellement aseptisée, on souhaite tellement éviter la colère que du coup on pervertit l'interaction. Et je crois qu'il faudrait en revenir à ces bases. Quand on a envie d'être agressif, l'être vraiment. Quand on a envie d'être plus doux, l'être vraiment, mais être dans la juste émotion. Et c'est là que je crois qu'on a vraiment un problème aujourd'hui avec cette émotion. On balance des images d'émotions partout et dans acceptation de la différence, émotion, etc. Et en fait, ce qui se joue, c'est simplement une agressivité qui est détournée et qui est aseptisée et qui, je crois, rend vraiment dans la définition princeps de la perversion, hein, ce contournement, cette sorte de manipulation de la relation à l'autre. On ne peut plus être direct aujourd'hui parce que ça ne se fait pas. Et donc, on contourne et on va dire des « je suis désolée » avec une froideur de tueur en série. Alors, ça rejoint une question de la salle. Comment distinguer au mieux l'empathie de la sympathie avec les clients, avec qui on ne peut pas forcément laisser tout à fait libre cours à son agressivité? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette émotion dans la relation avec le client? Alors, je pense que c'est important, c'est vraiment bravo à la personne qui a posé cette question, parce qu'on fait très souvent la confusion entre empathie et sympathie. Hein. L'empathie, je vais commencer par la sympathie, c'est plus simple. La sympathie, c'est le fait d'être vraiment dans l'émotion avec l'autre. Quelqu'un de sympathique, c'est pas forcément quelqu'un qui est chouette et agréable, c'est quelqu'un qui va à un moment, c'est la relation qu'on a avec un ami. Un ami est en train de pleurer, on va être là et on va sentir sa douleur avec lui. Et puis quand on va rentrer chez soi avec la sympathie, vu qu'on va éprouver cette émotion avec l'autre, quand on va rentrer chez soi, il va nous rester un peu de cette peine, parce que c'est un ami et c'est quelqu'un pour lequel on éprouve des émotions intenses. Donc voilà, ça c'est la sympathie. On va mettre dans l'interaction, dans le paquet émotionnel, on va se mettre ensemble, et ça va être difficilement ensuite séparable. On va avoir du mal à séparer ce qui appartient à soi et ce qui appartient à l'autre. Ça, c'est la sympathie. Et l'empathie, c'est une mise en commun aussi dans le pot émotionnel. Mais je parlais de tueurs en série tout à l'heure. Je connais beaucoup de tueurs en série et je sais que c'est pas vrai. Quelques-uns, mais pas beaucoup. Et je me perds parce que je dis des conneries. Et après...
Sur l'empathie, il faut aussi une partie d'empathie. Exactement. Donc on met dans le pot commun émotionnel. En revanche, on sait ce qui appartient à soi, ce qui appartient à l'autre. Et ça, on utilise l'empathie quand on est dans un cocktail, dans une relation qui est plutôt justement aseptisée ou sociale de base. Donc là, on va utiliser ces capacités d'empathie. Ou alors, les professionnels de santé, comme c'est mon cas, qui accompagnons des personnes sur le plan thérapeutique, et bien là, on est obligé de faire preuve davantage d'empathie que de sympathie, même si bien sûr on utilise la sympathie, mais quand on est dans une relation avec un patient, sur le moment, on va peut-être vivre l'émotion avec lui ou comprendre son émotion, et c'est beaucoup plus intellectualisé que vécu, mais bien heureusement, quand on rentre chez soi, quand on ferme la porte, eh bien, on n'emporte pas ses émotions avec soi. Et je ne me souviens plus de la question, mais en tout cas, c'était important. C'était exactement ça, et c'est vrai que la question se rapportait aux clients, mais j'imagine que c'est le cas aussi pour la relation avec les collaborateurs. Smara, oui, pas se laisser déborder. En fait, là où je m'inscris dans ce que Fanny dit, et puis je prolonge un peu, je pense que je vous parlais d'équilibre dans la relation. L'émotion, elle a sa place dans le management. Moi, j'en suis convaincue. Après, je suis aussi convaincue que à la fois la symétrie des attentions et tous ces concepts un peu galvaudés, ça commence déjà par soi-même. Je pense que ça, c'est très important pour moi. Et après, l'équilibre dans cette relation fera que à la fois l'empathie, mais aussi la lucidité viendront guider ces interactions au sein de l'entreprise. Et si on n'est pas, si on fait des feedbacks juste pour dire des choses hyper positives, c'est important, mais franchement, est-ce que ça fait grandir le collaborateur et puis moi-même, en fait. Si on n'est pas dans une relation aussi lucide et de vérité, c'est compliqué d'avoir par la suite un discours cohérent et crédible vis-à-vis de ses clients. Et je pense que ça passe vraiment par ça. Donc, empathie, oui, si on met en face pour équilibrer la lucidité de ce qu'est notre relation et l'émotion dans l'entreprise et dans la vie professionnelle du quotidien. Il faut pouvoir mettre des garde-fous, en quelque sorte, à ces émotions-là, notamment dans le cadre managérial, pour que d'un côté comme de l'autre, on ne se fasse pas déborder. C'est ça. Partager des émotions, c'est aussi créer un lien de confiance. On l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de Laurent Beretta. Est-ce que c'est possible dans un monde de plus en plus numérique ? On en parlait avec la technologie, le fait que ça aseptise beaucoup les émotions. Comment est-ce qu'on peut faire dialoguer finalement plus de technologie, plus de services numériques et en même temps plus d'humains, plus d'émotions, en tout cas au bon moment, au bon endroit ? Peut-être revenir sur deux choses, parce qu'il y a plusieurs aspects dans votre question. Déjà, quand on parle d'émotion, on se dit toujours un peu ce que tu dis aussi. En fait, j'ai payé pour un service, et en face, du coup, si la relation client, je la construis uniquement parce que je veux engager l'acte de vente ou d'achat ou de rachat vis-à-vis du client que j'ai. Et ça, c'est vrai, en fait, il ne faut pas se leurrer. C'est aussi le cœur du business qui est le nôtre. Mais il y a derrière aussi la notion, comme dans le management, dans la relation client, de la capacité à créer des ambassadeurs dans les clients qui sont les nôtres. Et ça, c'est important. Deuxième aspect, on parle beaucoup de client centrique. Ça a été beaucoup dit dans la table ronde précédente et bravo aux intervenants. On parle beaucoup de passer de je vends mes produits à je comprends le besoin en face et je réponds en fait aux besoins qui est exprimé par mon client. Moi, ce que je vois dans le domaine qui est le nôtre, c'est il y a plusieurs besoins. Il y a un besoin de simplicité, d'agilité. Ça, c'est vraiment très important. Il y a un besoin d'immédiateté. En fait, je veux ça tout de suite. Et ça, c'est de plus en plus vrai. Et donc, comment on gère l'émotion quand je veux ça tout de suite ? En fait, est-ce que c'est un vrai besoin ? Est-ce que c'est juste un peu de colère ? Il y a quoi derrière ?
Il y a aussi un besoin très important de personnalisation, et ça a été beaucoup dit avant, donc je ne reviens pas là-dessus. Et puis un besoin qui est très important aussi, le quatrième, qui est celui de protection. Et j'arrive à la notion de confiance. Donc moi, je travaille dans un groupe, La Poste, et dans sa filiale numérique qui est DocaPost, qui a au cœur de sa stratégie la confiance. Et on essaye de protéger la confiance du monde physique vers le monde digital. Et je suis convaincue que les deux sont interdits. On ne peut pas avoir de confiance dans le monde digital si elle n'existe pas dans le monde physique. Et on a derrière cette notion de confiance deux aspects. Un, l'engagement. C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, on s'engage vis-à-vis de ses clients pour créer la confiance. Et deux, on a aussi, derrière la confiance, besoin de répondre à deux besoins exprimés en face. Le premier besoin et réalité de nos clients, c'est « j'existe ». La deuxième, c'est « je veux ». Ça veut dire quoi, j'existe? Ça veut dire que dans le monde physique, je suis là, je maîtrise absolument tout ce que je fais et c'est moi qui décide de tout. Et les gens veulent la même chose dans le digital. Ils veulent exister, avoir leur identité numérique, leur profil, leurs usages reconnus en tant que tels. Ils veulent pouvoir changer d'avis, ils veulent naviguer en fonction des étapes de leur vie, etc. etc. Et donc ça, il faut être capable de répondre. Quand on parle de confiance dans le digital, il y a une étude qui est faite par l'Axel qui est vraiment intéressante, qui suit depuis plusieurs années et regarde l'évolution entre les usages en ligne et la confiance que les Français qui ont ces usages en ligne ont dans leurs actes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé depuis 6 ans à avoir plus de 90% des Français qui ont des usages en ligne installés, et donc une tendance à l'augmentation très forte. Et en même temps, depuis 5-6 ans, un niveau de confiance de ces utilisateurs qui, elle stagne. Et donc moi, la lecture qui est la mienne, c'est de dire, peut-on accepter cet écart qui se creuse, qui augmente, entre l'usage et la confiance que j'ai dans ce que je fais. Voilà. Et j'ai été trop longue, donc je m'arrête là. Fanny, c'est important effectivement d'arriver à créer ces émotions, y compris dans le monde numérique, à travers les technologies numériques pour les entreprises. Oui, c'est vraiment le gros enjeu, l'émotion. En fait, vraiment, tout ce que... bon, je rejoins aussi totalement Smara sur l'idée de l'existence, et je crois que c'est M. Mazoyer qui était à ta place tout à l'heure, qui a parlé un peu d'existentialisme, hein, en disant que de mémoire, la technologie précédait la stratégie. Alors, enfin, je trouve que c'est un peu essentialiste quand même de dire ça, mais on en parlera. Oui, on a... Le besoin fondamental d'un humain, c'est d'exister. Et qu'est-ce que ça veut dire exister? Ce qui est différent de vivre. Exister, ça veut dire compter, ça veut dire faire la différence. On veut tous faire la différence. On veut tous, même ceux qui vous diront non, moi je m'en fiche de ne pas être remarqué, etc. On a tous envie d'être vus dans sa différence. Et la preuve, c'est que la super technique de drague des Italiens, c'est de vous dire mais est-ce qu'on t'a dit que tu étais spécial? Et tout, on tombe, mais ouais, il a vu que j'étais spéciale. Et ça fonctionne super bien, même si on connaît le truc. Et quand même, j'ai un truc particulier. Donc, on a vraiment besoin d'exercer sa différence en permanence. Et Smara l'a bien dit, c'est le nerf de la guerre, que ce soit dans le numérique, où justement on a encore plus de mal à toucher l'autre, ou derrière un guichet. Ce qui va faire qu'on est content d'un service, c'est qu'on aura été différencié. C'est que quand Madame Machin arrive, on va pas dire Machin, Madame Durand arrive au guichet et que le guichetier ne la reconnaît pas traite son sujet comme si c'était un sujet lambda, et ben elle va ressortir de là avec une existence très essentialiste et très peu existentialiste. Elle va se sentir très peu exister. Donc, ça n'aura pas embelli sa journée et peut-être même ça l'aura détérioré. En revanche, si Madame Durand arrive au guichet
et que la guichetière la reconnaît et lui dit « Ah, bonjour Madame Durand, comment allez-vous ?» et les enfants, etc., même si elle en a strictement rien à faire, peu importe, mais elle aura été différenciée. Oui, vraiment, ça n'est pas important à ce moment-là. Elle aura été différenciée et ça aura réellement embelli sa journée. Donc, évidemment que derrière un écran, vraiment, je parle en termes freudiens, quand je disais l'émotion, c'est du sexe, je le pense réellement. L'érotisation de la relation, c'est vraiment ce qui fait marcher le monde, quoi, hein. Donc voilà, derrière un écran, c'est beaucoup plus difficile de toucher les gens. Donc on va faire appel à des couleurs fortes. On va utiliser un bébé qui pointe du doigt le sujet qu'on veut traiter, parce que bien sûr notre émotion va être décuplée quand on va voir l'image d'un bébé qui pointe du doigt quelque chose, etc., etc. Donc oui, il faut faire preuve d'imagination pour stimuler l'émotion chez l'utilisateur. Alors, depuis le début de la matinée, on parle de drague, de séduction, d'amour et plus si affinité, vous venez de le dire. Mais on a une question qui me paraît pertinente. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à utiliser ses capacités émotionnelles, notamment en entreprise? Est-ce que ça peut être vécu comme de l'intrusion dans la vie privée, mais pas seulement, du côté du client comme du collaborateur, favoriser des situations de harcèlement? Est-ce qu'il y a un moyen d'encadrer peut-être cette utilisation de l'émotion en entreprise? On a toutes les deux quelque chose à dire là-dessus. Je commence. Merci, Smara. Je vais répondre en vous parlant de ma fille. J'ai une fille qui est une poupée, un petit ange, tout l'inverse de sa maman. Elle est toute comme ça, toute gentille, toute mignonne, toute timide et tout ça, et très très intellectuelle et tout ça. C'est comme sa maman. Et donc à l'école, il y a une fille l'année dernière, en fin d'année dernière, là, qui s'était mise à l'embêter, à lui dire que c'était une intello, mais t'es vraiment naïve, ma pauvre fille, des choses comme ça. Et un jour, ma fille, revenant de l'école et peinée par ce qui lui arrivait, elle arrive et elle me dit « Maman, voilà ce qui se passe avec cette fille, et est-ce que c'est du harcèlement ?» Parce que j'ai bien compris que dans cette question, il y a souvent cette notion de harcèlement. Alors elle me dit « Est-ce que c'est du harcèlement ?» Et là, je m'énerve quand même contre voilà, ce système qui fait qu'on se sent harcelé dès qu'on a un peu d'adversité. Je dis non, c'est pas du harcèlement, c'est toi qui te laisses malmener par cette fille. Donc on voit ensemble ce qu'elle peut lui répondre d'un peu pertinent. Maintenant, j'y arriverai pas. Maintenant, je pourrais pas dire ça. Je dis tu lui dis ta gueule, connasse. Non, je pourrais. Alors là, et puis si je dis ça, elle va aller le répéter au prof principal. Elle va lui dire que j'ai dit ça, et je pourrais avoir 1 heure de colle et je pourrais me faire virer si jamais. Non. Alors, et je lui dis, moi je suis là derrière. Si tu as 1 heure de colle, qu'est-ce qui se passe? Tu feras ton heure de colle et puis c'est pas grave, mais au moins tu te seras défendu et voilà, tu auras retrouvé ta dignité, quoi. Et puis, il y avait la question de je vais me faire virer parce que j'ai dit ta gueule, connasse, à une fille. Parce que bon, j'ai pas dit que ça. J'ai dit aussi, je sais pas, tu peux la pousser, lui en mettre une. Enfin, essaye de faire quelque chose à ton petit niveau, quoi. Cette cascade n'est pas à reproduire en entreprise. Hein, ça. Surtout pas. Et voilà. Donc, cette allégorie de ce qui peut se passer en entreprise, je trouve est importante. En fait, je trouve qu'on dépossède les gens de leur propre capacité d'action en voulant les protéger, en étant très... moi, je trouve que c'est maternaliste, c'est même pas paternaliste, c'est très maternaliste. On les dépossède de leur capacité à agir, et je crois que, évidemment, que si je vous parle de cette interaction avec ma fille, c'est parce que j'en
j'en suis plutôt fière, bien sûr. Et je crois que là, ce que j'ai fait avec ma fille, c'est lui dire, je suis là en backup, moi je m'en fiche si tu te fais virer, etc. Et ben, on trouvera une autre école, on se débrouillera autrement. Enfin, je préfère largement que tu trouves ton autonomie et que tu arrives à trouver les armes pour te défendre une fois, deux fois. La première fois, tu vas pas avoir la bonne répartie. La première fois, peut-être que c'est toi qui vas te prendre une calotte plus forte que celle que tu as donnée. Mais au moins, petit à petit, tu vas apprendre et je ne te dépossède pas de ta force en disant oui, il faut que tu ailles voir le prof principal pour dire que tu es harcelé et que le prof principal donne une petite punition à la fille ça crée encore une fois une interaction perverse. Et je crois que bien utiliser ces émotions aujourd'hui, c'est revenir à du simple, c'est revenir à de l'authenticité, c'est revenir à oui, aujourd'hui bien sûr on met pas de calotte, c'est pas bien, mais au moins de revenir à une agressivité basique qui est utile dans ces cas-là. L'agressivité n'est pas toujours mauvaise. Smara, peut-être rapidement pour répondre à cette question de garde-fou face aux émotions. Oui, dans un champ très différent et beaucoup plus calme. Moi, je pense qu'il y a aussi dans la responsabilité collective et dans la relation, je finis dans 2 minutes, promis, dans la relation qui peut être celle au sein de l'entreprise ou avec son client, il y a une notion qui est très importante aussi, qui est la notion de la surpromesse. Il faut faire très attention à la surpromesse. Et je vais essayer de l'illustrer à travers 2 exemples. Le premier exemple, pendant DocaPost, donc filiale numérique du groupe La Poste, acteur de confiance, a mis en place pendant le premier confinement, à la demande de l'État, une plateforme qui permettait de faire le lien entre les professeurs et les élèves qui étaient complètement déconnectés. D'accord ? Et donc, on avait une situation vraiment sur laquelle il fallait agir, qui était ne pas laisser les gens au bord de la route et créer des difficultés par rapport à ça. On aurait pu dire, ah oui, bien sûr, on fait tout, bien sûr, 15 millions de trucs en 2 jours, c'est possible. Et en fait, non, ce n'était pas possible. Donc, ce qu'on a dit, OK, on est en capacité de faire quelque chose, on va y aller en mode crescendo. Donc les premiers jours, on a monté la plateforme, on a formé aussi les équipes administratives des lycées, des collèges, les profs. Les premiers jours, on a été en capacité en fait, les profs ont pu verser quelques milliers de devoirs qu'on a pu imprimer, amener au domicile des gens qui étaient en rupture. Ils ont pu faire les devoirs, on a récupéré ces papiers-là, on est revenu au papier, au physique, au lien. Après, on les a redématérialisés et versés vers les professeurs. Vous voyez, c'était long. Et donc, il fallait surtout pas créer de la surpromesse là. Parce que du coup, si vous créez de la surpromesse et que la qualité de service n'est pas derrière, c'est là où votre confiance, on en parlait avant, elle va chuter. Et là, pour revenir et la recréer, vous mettez des années et des années et c'est très compliqué. Deuxième exemple, pour rester sur le sujet de la confiance, c'est un peu technique, mais vous avez au niveau européen un règlement qui encadre les services de confiance. Okay ? La Commission européenne travaille aujourd'hui pour mettre en place dans quelques années ce qu'on appelle un portefeuille, mais digital, qui va s'adresser à tous les Français et dans lequel vous allez avoir tous vos attributs d'identité, vos éléments les plus importants qui définissent votre vie. L'objectif de ce portefeuille est que vous soyez en capacité demain ne plus de fournir la totalité de vos informations personnelles, alors que vous avez juste besoin de prouver que vous avez plus de 18 ans, et donc juste l'attribut qui dit « je confirme que Fanny a plus de 18 ans » est suffisant. Et en même temps, attention pour ces outils-là, qui sont hyper bénéfiques en première vue, quand on sait qu'on a entre 20 et 30% des Français qui sont très, très en retard, ou en tout cas éloignés du numérique, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Donc là aussi, la notion de promesse sur promesse et comment on gère ça, c'est beaucoup plus terre à terre. Désolée.
On a beaucoup de questions en ligne, ça vous passionne, tant mieux. On en a plusieurs sur le recrutement et la manière d'utiliser l'intelligence ou les capacités émotionnelles dans le cadre du recrutement, mais aussi comment former à la fois les équipes et les managers à cette utilisation des capacités émotionnelles en entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer ? Oui, chez nous, en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de notre stratégie de transformation. Ça a été un tout petit peu abordé dans la table ronde précédente. Dans la stratégie de transformation, il y a tout un enjeu autour des talents et des parcours de carrière où la place de cet accompagnement-là est clé. Donc, nous, on a des programmes d'accompagnement interne au sein de notre filiale en tant que telle, aussi au sein du groupe La Poste, parfois avec la Caisse des dépôts pour faire des liens entre les équipes. Et donc, en termes de recrutement, on est aussi très attentif à ces aspects-là et on valorise aussi ces actions auprès des gens qu'on veut recruter. Fanny, peut-être pour le mot de la fin, l'émotion en entreprise à utiliser, mais avec parcimonie peut-être ? À utiliser évidemment comme toutes les capacités humaines, mais je crois que voilà, si j'avais un message sérieux cette fois à faire passer, ce serait celui-là. Ce serait que l'émotion ne garantit pas, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, la performance. Pas du tout. Pas du tout. Elle peut. On peut être bon sur le plan émotionnel et garantir la performance. Mais l'émotion bien placée, c'est une conséquence. Ce n'est pas une cause de performance. Et j'en veux pour exemple, sur le plan individuel, on va dire Mark Zuckerberg, Angela Merkel, Maria Callas, on ne peut pas dire que ce soit des as des capacités émotionnelles, hein, chacun dans son registre, mais voilà, Angela Merkel, super performante, mais pas hyper bonne communicante, Maria Callas, hyper bonne communicante, mais pas vraiment dans la relation à l'autre, on savait qu'elle était hyper irritable et pas très sympa. Mark Zuckerberg qui est vraiment sur un registre émotionnel très, très fermé. Donc voilà, sur le plan individuel, sur le plan des entreprises qu'on connaît qui sont performantes, alors je dis comme ça me vient, je crois que ce sont toutes des entreprises américaines, mais Nike, Coca, je sais pas, McDo, enfin toutes ces entreprises-là, on sait que ça fonctionne depuis des années et on sait qu'il n'y a pas une gestion de l'émotion qui est particulière. Alors qu'est-ce que c'est qui fait la performance d'un individu ou d'un groupe? Qu'est-ce qui fait que on va dire que c'est l'intelligence ou les capacités émotionnelles qui vont faire que dans Koh-Lanta, l'équipe la meilleure, c'est l'équipe qui s'entend le mieux. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait la performance. Ce qui fait la performance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la différenciation. Ce qui fait la performance, c'est d'être une entreprise ou un individu qui sait montrer une identité forte. Il faut vraiment, s'il n'y avait qu'une seule chose, c'est ça, c'est montrer une identité forte qui se distingue de celle des autres. Et alinéa, pour rejoindre peut-être cette idée des capacités émotionnelles, il faut que les gens qui travaillent là, dans cette entreprise, ou qui soient au sein de ce groupe, adhèrent à cette identité forte et se reconnaissent dedans. Et on peut confondre ça avec des capacités émotionnelles, mais en soi, c'est simplement une sorte d'idéal. Je vais m'arrêter tout de suite, dans une seconde. C'est simplement une sorte d'idéal auquel vont adhérer certains. Il y a toujours des gens qui sont pas d'accord au sein du groupe, mais voilà, globalement, on adhère à cet idéal très fort ou à cette identité très forte. Ça n'est que ça qui fait la performance. Et du coup, on a cette illusion d'émotions fortes entre les gens parce qu'ils adhèrent tous au même idéal. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux. Je repasse la parole à Jean-Jacques. Merci beaucoup à vous deux. Et il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu, mais je sais qu'avec l'équipe de l'Académie, et Mickaël en particulier, qui est aux manettes,
on ne sera pas sans répondre aux questions dans la suite qui sera donnée à ce colloque. Donc, je dis ça pour qu'il n'y ait pas trop de frustration, parce que j'ai un rôle parfois désagréable en tant que gardien du temps, mais je l'assume pleinement, mais on répondra aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre en direct. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots? Et moi, j'ai bien aimé que vous fassiez un pas de côté, et je vous en remercie de passer de l'intelligence aux capacités, parce que je pense que quand on dit capacité, on comprend tout de suite que la capacité, on peut la faire grandir. Et j'aimais bien aussi dire, la capacité émotionnelle, il faut accepter ses émotions et il faut faire grandir, et on peut travailler sur sa capacité à gérer et à faire grandir les émotions. Vous avez beaucoup parlé aussi, et c'est important pour tout ce colloque sur tout ce qui est l'expérience numérique et humain, vous avez parlé d'équilibre. Et effectivement, je pense que c'est important de trouver qu'est-ce qui est juste dans son rapport à l'autre, dans son rapport à autrui. Et merci aussi à Tamara d'avoir parlé de feedback. Nous, c'est un talent, c'est une capacité sur laquelle on travaille beaucoup à l'Académie de service, parce qu'on sait que sans capacité de feedback à soi-même d'abord, à son père, ou à son collaborateur, et dans le sens du collaborateur vers le manager, il n'y a pas réellement de progrès dans cette capacité à servir le client. Et puis vous avez bien fait dire, et vous m'avez fait très plaisir, quand vous avez dit que la symétrie d'attention, ça commence par soi-même. C'est un travail d'abord sur soi avant de dire qu'on va faire mieux avec les autres. Il faut d'abord faire mieux avec soi-même. Et puis, vous me faisiez penser en vous écoutant, et ça va être mon mot de la fin, j'avais l'autre jour une DRH qui témoignait d'un parcours de transformation d'une entreprise, et elle parlait à ce moment-là de l'équipe de direction, et elle avait dit, je crois, après toute cette transformation, qu'au sein de cette équipe, on peut dire qu'on s'aime. Et je crois peut-être que ça, c'est juste parce que quand on arrive à cette qualité de relation, alors là, il n'y a plus de manipulation, il n'y a pas de risque de quelque nature que ce soit, parce qu'il y a le grand respect de l'autre, parce que sinon on n'emploie pas ce mot. Merci à vous pour votre intervention.